La politique d'Aristote, livre 7e, chapitre 2, sommaire. Suite de la théorie sur l'organisation du pouvoir dans la démocratie. Le peuple agriculteur est le plus propre à la démocratie. Institutions qui lui conviennent. Loi faite dans quelques États pour favoriser l'agriculture. Du peuple pasteur, de la démagogie extrême, des moyens qui lui sont propres, des limites qu'elle doit toujours garder. Des 4 formes de démocratie que nous avons reconnues, la meilleure est celle que j'ai placée la première dans les considérations que je viens de présenter. Elle est aussi la plus ancienne de toutes. J'entends la première d'après la division que j'ai indiquée dans les classes du peuple. La classe la plus propre au système démocratique est celle des laboureurs. Aussi la démocratie s'établit sans peine partout où la majorité vit de l'agriculture et l'élève des troupeaux. Comme elle n'est pas fort riche, elle travaille sans cesse et ne peut s'assembler que rarement. Et comme elle ne possède pas le nécessaire, elle s'applique aux travaux qui la nourrissent et n'en vit pas d'autre bien que cela. Travailler vaut mieux encore que gouverner et commander, là où l'exercice du pouvoir ne procure pas de grands efforts, car les hommes en général préfèrent l'argent aux honneurs. Ce qui le prouve bien, c'est que jadis même nos ancêtres supportaient les tyrannies qui pesaient sur eux, et qu'on supporte aujourd'hui sans murmure les oligarchies existantes, pourvu qu'on puisse librement vaquer aux soins de ses intérêts, sans redouter de spoliation. On fait alors rapidement fortune, ou du moins on échappe à la misère. Souvent même on voit le simple droit d'élire les magistrats et d'en exiger des comptes suffire à l'ambition de ceux qui peuvent en avoir, puisque dans plus d'une démocratie sans participer à l'élection des chefs, et tout en laissant ce droit à quelques électeurs, qui sont pris successivement dans la masse entière des citoyens, comme on le fait à Mantinet, la majorité se montre satisfaite parce qu'elle dispose souverainement des délibérations. C'est bien là, on doit le reconnaître encore, une espèce de démocratie, et Mantinet était jadis un État réellement démocratique. Dans cette espèce de démocratie dont j'ai déjà parlé plus haut, c'est un principe excellent et d'une application assez ordinaire de mettre au rang des droits accordés à tous les citoyens l'élection des magistrats, l'examen des comptes et l'entrée des tribunaux, et de soumettre les hautes fonctions aux nécessités de l'élection et du sens en proportionnant le sens à l'importance même des emplois, ou bien encore en négligeant cette condition du sens pour toutes les magistratures, de ne choisir que ceux qui peuvent, par leur fortune, convenablement remplir le poste où on les appelle. Un gouvernement est toujours fort quand il est établi d'après ses principes. De cette façon, le pouvoir passe toujours aux mains les plus honorables et le peuple ne ressent pas de jalousie contre les hommes estimables que sa volonté appelle aux affaires. Cette combinaison suffit même à satisfaire les hommes distingués. Ils n'ont point à redouter pour eux-mêmes l'autorité de gens qui leur seraient inférieurs. Et personnellement, ils gouverneront avec équité parce qu'ils sont responsables de leur gestion devant les citoyens d'une autre classe que la leur. Il est toujours bon pour l'homme d'être tenu en bride et de ne pouvoir se livrer à tous ses caprices. Car l'indépendance illimitée de la volonté individuelle ne saurait être une barrière contre les vices que chacun de nous porte en son sein. De là résulte nécessairement pour les États cet immense avantage que le pouvoir est exercé par des hommes éclairés qui ne commettent pas de fautes graves et que le peuple n'est point opprimé et avili. C'est là sans contredit la meilleure des démocraties. Et d'où vient sa perfection ? Des mœurs mêmes du peuple qu'elle régit. Presque tous les anciens gouvernements avaient des lois excellentes pour rendre le peuple agriculteur, où elles limitaient d'une façon absolue la possession individuelle des terres à une certaine mesure qu'on ne pouvait dépasser, où elles fixaient l'emplacement des propriétés, tant autour de la ville que dans les parties plus éloignées du territoire. Parfois même, à ces premières précautions, elles ajoutaient la défense de ne jamais vendre les lots primitifs. On cite aussi cette loi à peu près pareille, attribuée à Auxilus,
et qui interdisait de prêter sur hypothèque immobilière. Si l'on voulait aujourd'hui réformer bien des abus, on pourrait recourir à la loi des Aphthéens, qui serait d'une excellente application pour l'objet qui nous occupe. Quoique la population de leur État soit très nombreuse et son territoire peu étendu, cependant, tous les citoyens sans exception y cultivent un coin de terre. On a soin de ne soumettre à l'impôt qu'une portion des propriétés, et les parts territoriales sont toujours assez fortes pour que le cens des plus pauvres dépasse la quotité légale. Après le peuple agriculteur, le peuple le plus propre à la démocratie, c'est le peuple pasteur et vivant de ses troupeaux. Ce genre d'existence se rapproche beaucoup de l'existence agricole, et les peuples pasteurs sont merveilleusement préparés aux travaux de la guerre, d'un tempérament robuste et capable de supporter les fatigues du bivouac. Quant aux classes différentes de celles-là, et dont se composent presque toutes les autres espèces de démocratie, elles sont bien inférieures à ces deux premières. Leur existence est dégradée, et la vertu n'a rien à faire avec les occupations habituelles des artisans, des marchands et des mercenaires. Toutefois, il faut remarquer que, tourbillonnant sans cesse dans les marchés et les rues de la cité, cette masse se réunit sans peine, on peut dire, en assemblée publique. Les laboureurs, au contraire, disséminés dans les champs, se rencontrent rarement entre eux et ne sentent pas autant ce besoin de se réunir. Mais si le territoire est distribué de telle sorte que les champs soient fort éloignés de la ville, on peut établir aisément dans cette condition une excellente démocratie et même une république. La majorité des citoyens est forcée alors d'émigrer de la ville et d'aller vivre dans les campagnes. Et l'on statuerait que la tourbe des marchands ne pourra se réunir jamais en assemblée générale sans la présence de la masse agricole. Tels sont les principes sur lesquels doit reposer l'institution de la première et de la meilleure des démocraties. On peut sans peine en déduire l'organisation de toutes les autres, dont les dégénérations se succèdent selon les diverses classes du peuple, jusqu'à cette classe dégradée qu'il faut toujours exclure. Quant à cette forme dernière de la démagogie, où l'universalité des citoyens prend part au gouvernement, tout État n'est pas fait pour la supporter, et l'existence en est fort précaire, à moins que les mœurs et les lois ne s'accordent à la maintenir. Nous avons indiqué plus haut la plupart des causes qui ruinent cette forme politique et les autres États républicains. Pour établir ce genre de démocratie et transférer tout le pouvoir au peuple, les meneurs tâchent ordinairement d'inscrire au rôle civique le plus de gens qu'ils peuvent. Ils n'hésitent pas à comprendre au nombre des citoyens non seulement ceux qui sont dignes de ce titre, mais aussi tous les citoyens bâtards et tous ceux qui ne le sont que d'un des deux côtés, je veux dire, soit du côté du père, soit du côté de la mère. Tous ces éléments sont bons pour former le gouvernement que ces hommes-là dirigent. Ce sont des moyens tout à fait à la portée des démagogues. Toutefois, qu'ils n'en fassent usage que jusqu'à ce qu'elle classe inférieure l'emporte en nombre sur les autres classes et les classes moyennes, qu'ils se gardent bien d'aller au-delà, car en dépassant cette limite, on se donne une foule indisciplinable et l'on exaspère les classes élevées qui supportent si difficilement l'empire de la démocratie. La révolution de Cyrène n'eut point d'autre cause. On ne remarque point le mal tant qu'il est léger, mais il s'accroît et il frappe alors tous les yeux. On peut, dans l'intérêt de cette démocratie, employer les moyens dont Clisthène fit usage à Athènes pour fonder le pouvoir populaire et qu'appliquèrent aussi les démocrates de Cyrène. Il faut créer en plus grand nombre de nouvelles tribus, de nouvelles fratries. Il faut substituer aux sacrifices particuliers des fêtes religieuses, peu fréquentes mais publiques. Il faut confondre autant que possible les relations des citoyens entre eux en ayant soin de rompre toutes les associations antérieures. Toutes les ruses des tyrans peuvent même trouver place dans cette démocratie. Par exemple, la désobéissance permise aux esclaves, chose peut-être utile jusqu'à un certain point,
la licence des femmes et des enfants. On accordera de plus à chacun la faculté de vivre comme bon lui semble. À cette condition, bien des gens ne demanderont pas mieux que de soutenir le gouvernement, car les hommes en général préfèrent une vie sans discipline à une vie sage et régulière.